Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux en dentelle du salon de Miss Marple, projetant des motifs semblables à des toiles d'araignée sur son tricot. Elle venait de commencer le 3e rang d'un châle de baptême, en laine blanche, douce comme la miséricorde, lorsque Madame Bantry fit irruption par le portail du jardin, avec une nouvelle qui allait bouleverser St. Mary Mead pendant des semaines. Jane, une chose extraordinaire. Le docteur Haydock a reçu un télégramme de Londres. Vivienne Ashford est morte. Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent en plein milieu d'un point. Madame Ashford? Mais elle n'a quitté le village qu'il y a 3 semaines. Exactement. Elle disait qu'elle allait chez sa sœur à Bournemouth pour des raisons de santé. Mais ce n'était pas Bournemouth du tout. Elle était à Londres, dans une misérable pension à Bloomsbury. Elle y est morte seule, la pauvre. D'une crise cardiaque, dit-on. Madame Bantry s'installa sur le canapé en chintz avec l'air satisfait d'une femme dotée d'une intelligence exceptionnelle. Mais voici la partie vraiment étrange. Elle a laissé des instructions pour que son corps ne soit pas ramené à St. Mary Mead. Elle doit être enterrée à Londres, dans un cimetière municipal où personne ne la connaît. Pas de service ici, pas de mémorial, rien, comme si elle voulait disparaître complètement. Mademoiselle Marple reprit son tricot, les aiguilles cliquetant avec une lenteur délibérée. La laine blanche glissait entre ses doigts, comme une question encore informe. C'est très étrange. Elle semblait très attachée à St. Mary Mead. Je me souviens d'elle à la fête paroissiale l'été dernier, organisant le stand des objets d'occasion avec tant d'enthousiasme. C'est précisément ce qui rend cela si étrange. Et il y a plus encore. Le docteur Haydock dit que le télégramme a été envoyé par un avocat dont personne n'a jamais entendu parler. Pas M. Petrick, qui s'occupait de toutes ces affaires locales, un cabinet londonien. Madame Bantry se pencha en avant d'un air complice. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait chez cette femme. Trop désireuse de plaire, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours prête à se porter volontaire pour les comités, toujours souriante. Les gens qui sourient autant cachent généralement quelque chose. À travers la fenêtre, Mademoiselle Marple pouvait voir le vieux monsieur Archer s'occuper de ses roses de l'autre côté de la ruelle. Il se déplaçait parmi elles avec une prudence arthritique, coupant les fleurs fanées. Les pétales blancs tombaient au sol comme de petites capitulations. Elle pensa au sourire de Vivienne Ashford, lumineux, persistant, qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Une femme qui s'efforçait désespérément de s'intégrer. « Je me demande, » dit doucement Mademoiselle Marple, « pourquoi elle ne voulait pas rentrer chez elle. » À l'heure du thé, le village était en effervescence. Au Blue Boar, le colonel Bantry pontifiait sur les femmes au caractère incertain, tandis que ses compagnons acquiesçaient sagement en buvant leur porto. Dans la cuisine du presbytère, Madame Price Ridley déclarait qu'il s'agissait d'un jugement sur la morale moderne. À la poste, Mademoiselle Hartnell distribuait ses opinions avec la même efficacité qu'elle mettait à trier les colis. En se rendant à la bibliothèque, Mademoiselle Marple rencontra pas moins de 5 voisins, désireux de partager leurs théories. Chaque conversation en révélait moins sur Vivienne Ashford que sur les préoccupations de celui qui parlait. « J'ai toujours pensé qu'elle avait un passé », confia Mademoiselle Wetherby, dont le propre passé consistait en 40 années irréprochables en tant que gouvernante. Une femme de cet âge, qui déménage seule dans un village, sans famille à proprement parler, ce n'est pas naturel. À la bibliothèque, Mademoiselle Marple trouva la jeune Madame Clement, la femme du vicaire, en train de trier les livres rendus avec une vigueur inhabituelle. « C'est trop horrible », dit-elle en claquant un exemplaire de Trollope. Pauvre Madame Ashford, elle semblait si seule, n'est-ce pas? Je l'ai invitée plusieurs fois à prendre le thé, mais elle avait toujours une excuse, trop occupée par ses comités ou pas tout à fait en forme.
Je pensais qu'elle était simplement réservée, mais peut-être. Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Peut-être était-elle malheureuse ici. Vous a-t-elle donné l'impression d'être malheureuse? Madame Clement réfléchit attentivement. C'était une jeune femme sensée, peu encline à dramatiser. Pas malheureuse exactement, plutôt quelqu'un qui faisait semblant, quelqu'un qui jouait le rôle d'une habitante du village plutôt que d'en être une. Elle choisit un autre livre, puis le reposa. Ce qui est étrange, c'est que juste avant son départ, je l'ai vue dans le cimetière. Elle se tenait près de la concession familiale des Ashford, la famille de son défunt mari, vous savez. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendu. Elle fixait les pierres tombales avec une expression des plus étranges. Pas triste, exactement. Presque calculatrice. Mademoiselle Marple classa cette information avec le soin qu'elle apportait à ses modèles de tricot. Chaque détail avait sa place, même si le motif ne se dessinait pas encore. À la poste, elle rencontra l'inspecteur Slack de Much Benham, qui était venu en voiture pour affaires. C'était un homme trapu, de nature méfiante, qui avait tendance à négliger l'évidence pour se concentrer sur l'obscur. « Il n'y a rien de criminel là-dedans », dit-il en achetant des timbres, avec l'air d'un homme qui résout une affaire importante. Cette femme avait des problèmes cardiaques. Le docteur Haydock le savait. Elle est allée à Londres, s'est surmenée et s'est effondrée dans son logement. La propriétaire l'a trouvée le lendemain matin. Tout est parfaitement clair. Et pourtant, elle a pris des dispositions particulières, fit remarquer mademoiselle Marple d'un ton neutre. L'avocat, les instructions pour l'enterrement. Presque comme si elle s'y attendait. Slack lui lança un regard perçant. « Allons, mademoiselle Marple, ne créez pas de mystère là où il n'y en a pas. Les personnes qui ont le cœur fragile savent qu'elles vivent sur du temps emprunté. Elle a mis ses affaires en ordre. C'est très sensé. Il n'y a rien de sinistre à se préparer à l'inévitable. »« Non, » admit mademoiselle Marple. « Il n'y a rien de sinistre à se préparer. Mais je me demande pourquoi elle a choisi de mourir parmi des étrangers plutôt que parmi ses amis. » Slack n'avait pas de réponse à cela et partit avec l'air harassé d'un homme qui soupçonnait son interrogatrice âgée de faire exprès de rester vague. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, son esprit retournant les pièces du puzzle comme ses aiguilles travaillaient la laine. Le châle blanc de baptême l'attendait. Elle l'avait promis à la jeune Madame Edmonds pour le bébé qui devait naître en juillet. Blanc pour l'innocence, blanc pour un nouveau départ. Elle pensa aux pétales de roses blanches tombant dans le jardin de M. Archer, à Vivienne Ashford regardant les pierres tombales avec une expression calculatrice, à une femme qui avait choisi d'être enterrée loin de l'endroit où elle avait travaillé si dur pour se construire un foyer. Quelque chose n'allait pas. Pas au sens criminel du terme, peut-être. L'inspecteur Slack avait probablement raison au sujet des faits médicaux. Mais au sens humain, au sens émotionnel, il y avait là quelque chose qui ne cadrait pas avec le schéma que tout le monde semblait accepter. Le lendemain matin, des visiteurs inattendus se présentèrent. Mademoiselle Marple était en train de couper les roses fanées. La rose blanche grimpante près du portail du jardin était devenue incontrôlable lorsqu'une voiture s'arrêta devant son cottage. Une femme d'une 50aine d'années en sortit, vêtue d'habits de deuil, coûteux mais légèrement démodés. Derrière elle, avançant avec une lenteur réticente, venait une femme plus jeune, pâle et au visage pincé, affichant une expression de profonde douleur. Mademoiselle Marple. La femme plus âgée s'approcha avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander. « Je suis Helen Ashford. Vivienne était mariée à mon défunt frère. Voici ma fille, Constance. » Mademoiselle Marple posa ses cisailles de jardinage et retira ses gants. « Enchantée. Entrez donc. » Dans le salon, après avoir servi le thé et délicatement mis de côté son châle blanc, Helen Ashford expliqua la raison de leur visite. « Nous venons du Hampshire.
Je n'ai appris la mort de Vivienne qu'hier. L'avocat a pris son temps pour contacter la famille, apparemment conformément à ses instructions expresses. Je trouve toute cette affaire profondément troublante. En quoi, Madame Ashford? À tous les égards. Vivienne a toujours été plutôt théâtrale, dirons-nous, encline aux gestes dramatiques. Mais cette histoire de mourir seule à Londres et de refuser d'être enterrée avec Henry, mon frère, dépasse l'entendement. Ils ont été mariés pendant 20 ans. Quelles que soient les difficultés qu'ils aient pu rencontrer, la chose décente à faire aurait sûrement été... Elle s'interrompit, serrant les lèvres. Je suis désolé. Je ne m'exprime pas très bien. La vérité, c'est que je n'ai jamais particulièrement aimé Vivienne. Elle n'était pas de notre classe sociale et elle avait des idées au-dessus de sa condition. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a choisi de finir ainsi. Constance prit la parole pour la première fois, d'une voix fine et tranchante comme une lame. Maman veut dire qu'elle était intrigante. Oncle Henry lui a tout laissé, la maison, l'argent, tout, et nous a complètement déshérités. Puis elle a vendu la maison et a déménagé ici, dans ce petit village absurde, en prétendant être une veuve respectable. Ses yeux pâles brillaient d'une vieille rancœur. Elle avait peur de nous, voilà pourquoi. Peur que nous contestions le testament. Constance, je t'en prie. C'est vrai, maman, et tu le sais. Elle a dilapidé la fortune de l'oncle Henry, vivant dans ce cottage ridicule, rejoignant des comités, jouant les dames généreuses avec l'argent qui aurait dû être le tien. Et maintenant, elle est morte et nous n'avons toujours rien. L'avocat dit qu'elle a tout laissé à une association caritative à Londres. Tu te rends compte? Une association caritative, alors que nous... Elle s'interrompit, haletante. Le visage d'Hélène Ashford était devenu rigide d'embarras. Ma fille est bouleversée. Nous ne sommes pas ici pour discuter de questions financières, mademoiselle Marple. Nous sommes ici parce qu'il y a des irrégularités qui me troublent. Vivienne m'a écrit une fois après avoir déménagé à St. Mary Mead. Une seule fois, il y a environ 6 mois. La lettre était étrange. Elle disait qu'elle avait trouvé la paix ici, qu'elle avait enfin échappé à quelque chose qui la poursuivait depuis des années. Ce sont ses mots exacts. Échapper à quelque chose. Et puis elle a écrit. Si quelque chose devait m'arriver soudainement, Hélène, souviens-toi que j'ai fait mes propres choix. Je ne serai pas victime 2 fois. Que voulait-elle dire par là? Mademoiselle Marple se servit une autre tasse de thé, se laissant le temps de réfléchir. Les rideaux blancs flottaient dans la brise qui soufflait par la fenêtre ouverte. Dehors, elle pouvait entendre le cliquetis des cisailles de M. Archer parmi ces roses, ce petit massacre sans fin des fleurs fanées. « Avez-vous conservé la lettre, Madame Ashford ?»« Oui, je l'ai ici. » Elle sortit une feuille de papier à lettres, de couleur crème, avec l'adresse de Vivienne Ashford à St. Mary Mead, en haut. L'écriture était ferme, voire agressive, et ne semblait pas provenir d'une femme nerveuse ou craintive. Mademoiselle Marple la lut attentivement. La majeure partie de la lettre traitait de sujets banals concernant le village. La fête paroissiale, une réunion du comité des dames, la météo. Mais le dernier paragraphe ressortait clairement. « J'ai trouvé la paix ici, Hélène, une paix que je n'ai jamais connue avec Henry. J'ai enfin échappé à quelque chose qui me poursuivait depuis des années, même si je suppose qu'il est idiot de penser qu'on peut vraiment échapper à son passé. Mais j'essaie. Si quelque chose devait m'arriver soudainement, souviens-toi que j'ai fait mes propres choix. Je ne serai pas 2 fois victime. Transmets mon affection à Constance, même si je suppose qu'elle n'en veut pas. » Elle fuyait quelque chose, dit Constance d'un ton neutre. Probablement une relation sordide. Probablement un homme. Elle avait toujours quelque chose de secret, quelque chose qu'elle cachait. « Vous semblez très sûre de vous, » observa mademoiselle Marple. « Je la connaissais depuis 20 ans, mademoiselle Marple. Elle a peut-être trompé oncle Henry, mais elle ne m'a jamais trompé. »
Après leur départ, Helen Ashford pleine de remords, Constance toujours rayonnante d'hostilité. Mademoiselle Marple resta longtemps assise, la lettre sur les genoux. Le châle blanc reposait dans son panier, momentanément oublié. Elle repensa à Vivienne Ashford lors de la fête paroissiale, arborant son sourire éclatant et prudent. Une femme jouant le rôle d'une villageoise plutôt que d'en être une. Une femme qui ne serait pas victime une deuxième fois. Quelle avait-elle été la première fois? Miss Marple avait appris, au fil de nombreuses années d'observation, que dans un village, les informations circulaient comme l'eau, inévitablement vers le point le plus bas. Le point le plus bas à St. Mary Mead, socialement parlant, était le salon de Miss Hartnell lors des après-midi du comité des dames. Chaque scandale, chaque suspicion chuchotée, chaque fragment de commérage finissait par y arriver, porté par les courants du thé et de la supériorité morale. Le mardi suivant, mademoiselle Marple se retrouva dans le salon bondé de mademoiselle Hartnell, entourée des gardiens autoproclamés de la moralité du village. Madame Price Ridley présidait la théière avec une autorité épiscopale. Mademoiselle Wetherby, mademoiselle Lavinia et la jeune madame Carmichael occupaient le canapé par ordre décroissant de préséance sociale. Et mademoiselle Hartnell elle-même, mince comme un roseau et 2 fois plus rigide, discourut sur la mort mystérieuse de Vivienne Ashford. « J'ai mené mon enquête », annonça-t-elle, comme si les enquêtes relevaient de sa prérogative personnelle. « J'ai appelé ma cousine à Londres. Elle connaît tout le monde. Il semble que madame Ashford ait été vue plusieurs fois au cours de l'année dernière dans un hôtel privé de Bloomsbury. Un établissement respectable, m'assure ma cousine, mais tout de même, pourquoi une femme qui possède une charmante petite maison ici aurait-elle besoin de séjourner dans un hôtel londonien? Peut-être aimait-elle le théâtre, suggéra timidement madame Carmichael. Elle était nouvelle dans le village et n'avait pas encore appris la futilité des explications raisonnables. Le théâtre. La poitrine de madame Price Ridley se gonfla d'indignation. Ma chère enfant, une veuve respectable ne se rend pas seule à Londres pour assister à des spectacles. Cela suggère un manque fondamental de sensibilité. J'ai entendu dire, confia mademoiselle Wetherby dans le ton feutré, réservé aux scandales vraiment délicieux, qu'elle avait conservé son nom de jeune fille pour sa correspondance. Après la mort de son mari, je veux dire. Un colis a été livré à la poste une fois. J'étais là, par hasard, quand il est arrivé. Adressé à mademoiselle Vivienne Alistair. Caroline Skinner l'avait remarqué à l'époque. Mademoiselle Marple posa sa tasse de thé avec une délicate précision. Alistair était son nom de jeune fille? Apparemment. Mais pourquoi elle l'utiliserait après 20 ans de mariage dépasse l'entendement, à moins que... Mademoiselle Wetherby marqua une pause dramatique, à moins qu'elle ne se livrait à une activité qu'elle souhaitait garder secrète par rapport à son identité de madame Ashford. La pièce bourdonnait de spéculations. Mademoiselle Marple, écoutant d'une oreille distraite les théories qui fleurissaient autour d'elle comme des fleurs vénéneuses, repensa à cette lettre adressée à Helen Ashford. Je ne serai pas victime une deuxième fois. Une femme qui reprend son nom de jeune fille est une femme qui reprend son identité. Mais la reprend à quoi? J'ai toujours pensé, déclara madame Price Ridley, qu'elle buvait. Il y avait quelque chose dans son teint. Trop soigné, si vous voyez ce que je veux dire. Le genre de visage qui nécessite une attention particulière parce qu'il cache quelque chose. Et elle insistait toujours sur ses problèmes de santé, mentionnant sans cesse son cœur fragile. J'ai connu beaucoup d'invalides confirmés, et ils ne parlent pas aussi facilement de leurs maux. C'était comme si elle cherchait à se trouver une excuse. Une excuse pourquoi? Demanda madame Carmichael. Pour son comportement erratique, bien sûr, pour ses absences inexpliquées, pour mourir soudainement sans que l'on pose de questions gênantes. Madame Price Ridley acquiesça avec satisfaction, satisfaite de sa propre logique. Mademoiselle Marple réfléchit à cette théorie en rentrant chez elle à pied, dans les ombres allongées de la fin d'après-midi.
M. Archer était toujours dans son jardin, protégeant ses roses blanches du vent du soir. Les pétales semblaient maintenant abîmés, leurs bords brunissants. Demain, il les couperait toutes. Madame Price Ridley avait-elle raison? Vivienne Ashford était-elle alcoolique, son cœur fragile n'étant qu'une fiction commode pour expliquer son déclin final? Cela expliquerait le secret, les voyages à Londres sous son nom de jeune fille, le désir de mourir loin des regards critiques du village. C'était une théorie bien ordonnée, et l'ordre plaisait toujours aux gens comme Madame Price Ridley. Mais cela ne semblait pas juste. Mademoiselle Marple avait connu plusieurs femmes dont la vie avait été détruite par l'alcool. Elles avaient une particularité, une discrétion désespérée, une érosion progressive de leur estime de soi. Vivienne Ashford était secrète, certes, mais pas discrète. Elle était plutôt presque agressivement respectable, comme si elle voulait établir sa crédibilité face à une accusation tacite. Je ne serai pas victime une deuxième fois. Cela suggérait qu'on lui avait fait quelque chose, et non qu'elle s'était fait quelque chose à elle-même. L'enquête eut lieu à Mashbenham, un jeudi gris qui menaçait de pluie. Mademoiselle Marple y assista, assise au fond de la salle d'audience exiguë, aux côtés d'une poignée de villageois curieux. Hélène Ashford et Constance étaient assises au premier rang, toutes deux vêtues de noir, toutes deux rigides de désapprobation. Les preuves médicales étaient là et claires. Le docteur Haydock a témoigné que Vivienne Ashford souffrait effectivement d'une grave maladie cardiaque, qu'il a qualifiée de prolapsus de la valve mitrale, utilisant des termes qui ne signifiaient pas grand-chose pour la plupart des auditeurs, mais qui donnaient une impression d'inévitabilité médicale. Elle l'avait consulté à plusieurs reprises au cours de l'année qui avait suivi son déménagement à St. Mary Mead. Il lui avait conseillé de se reposer, de modérer ses efforts et d'éviter le stress. Il l'avait averti qu'une mort subite était possible si elle se surmenait. Le médecin londonien qui avait examiné le corps avait confirmé cela. Mort par arrêt cardiaque, tout à fait compatible avec son état de santé connu. Aucune circonstance suspecte, aucun signe de crime. La propriétaire de la pension de Bloomsbury témoigna ensuite. Madame Dawson, corpulente et fatiguée, était vêtue d'un habit noir qui avait été teint à partir d'une autre couleur et qui n'avait pas pris uniformément. Elle décrivit Madame Ashford, qu'elle connaissait sous le nom de Mademoiselle Alistair, comme une locataire calme et attentionnée qui avait séjourné dans son établissement peut-être 6 ou 7 fois au cours de l'année écoulée. « Toujours seule » demanda le coroner. « Toujours seule, monsieur. Elle arrivait et partait parfois à des heures inhabituelles, mais ne causait aucun problème. Elle payait ponctuellement. Je peux vous dire que j'ai été désolé de la trouver ainsi ce matin-là. Ce fut un choc terrible. » Semblait-elle malade? Angoissée? Pas particulièrement, monsieur. Un peu fatiguée, peut-être. Elle était sortie la veille au soir et était revenue vers 9 heures. Elle avait dit qu'elle allait se coucher tôt. Et puis, le matin, la voix de Madame Dawson se brisa. « Eh bien, elle ne s'est jamais réveillée, n'est-ce pas ?» L'avocat qui avait envoyé le télégramme fut appelé à la barre. Monsieur Timothy Blackwell, du cabinet Blackwell, Cartwright & Sons, Lincoln's Inn. C'était un homme austère, âgé d'une 60aine d'années, au teint grisâtre, comme celui de quelqu'un qui passe ses journées à lire des documents dans une lumière insuffisante. Il témoigna que Vivienne Ashford, mademoiselle Alistair, comme elle lui avait demandé de l'appeler, avait fait appel à ses services 18 mois auparavant. Elle avait été très précise quant à ses dispositions. En cas de décès, il devait s'occuper de toutes les formalités, prévenir la famille proche et s'assurer que son enterrement ait lieu à Londres. Elle avait acheté à l'avance une concession au cimetière de Kensal Green, sous son nom de jeune fille. « A-t-elle donné une raison à ces dispositions inhabituelles ?» demanda le coroner. « Elle a dit qu'elle souhaitait qu'on se souvienne d'elle comme d'elle-même, et non comme de la veuve de quelqu'un. Ce sont ses mots exacts. » Constance Ashford
émit un son, ni tout à fait un halètement, ni tout à fait un grognement, qui en disait long sur son opinion à ce sujet. Le dernier témoin fut une surprise pour mademoiselle Marple, même si cela n'aurait peut-être pas dû l'être. Une femme fut appelée à la barre, mademoiselle Margaret Alistair, sœur de la défunte. Elle avait peut-être 60 ans, les cheveux gris, les mains usées de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. Elle portait une robe noire propre mais pauvre, et elle se dirigea vers la barre des témoins avec la dignité douloureuse des pauvres respectables. Elle témoigna d'une voix douce à peine audible, qu'elle n'avait vu sa sœur que 2 fois, en 20 ans. Une fois lors des funérailles de leur mère, et une autre fois, ce qui semblait lui coûter de l'avouer, 6 mois auparavant, lorsque Vivienne était venue lui rendre visite à Bournemouth. « Et quelle était la nature de cette visite ?» demanda le coroner. « Vivienne, madame Ashford, voulait faire la paix, a-t-elle dit. Elle avait été une fille difficile, obstinée, toujours en quête de plus que ce que lui offrait sa condition. Elle s'était coupée de sa famille lorsqu'elle avait épousé M. Ashford. Il ne nous approuvait pas, voyez-vous. Nous n'étions pas assez bien. » La voix de mademoiselle Alistair ne trahissait aucune amertume, seulement un constat neutre. « Mais l'année dernière, elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle s'était trompée sur beaucoup de choses. Elle m'a dit qu'elle voulait que je sache que si quelque chose lui arrivait, je serais prise en charge. Et c'est le cas, semble-t-il. Monsieur Blackwell m'a dit qu'elle m'avait laissé une petite rente. C'était gentil de sa part. Après l'enquête, qui conclut à une mort de cause naturelle, mademoiselle Marple s'approcha de Margaret Alistair alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Mademoiselle Alistair, pourrais-je vous accompagner un instant ?» La femme plus âgée la regarda avec des yeux qui reflétaient une méfiance de longue date envers les classes supérieures. Mais elle acquiesça et elles marchèrent ensemble dans High Street, loin du regard froid d'Hélène et Constance Ashford. « J'habite à St. Mary Mead, » dit gentiment mademoiselle Marple. « Votre sœur y a vécu pendant 1 an. Je suis vraiment désolée pour votre perte. »« Vraiment ?» Margaret Alistair s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. La plupart des gens semblent penser que Vivienne a eu ce qu'elle méritait. Trop fière, trop ambitieuse. Elle s'est mariée au-dessus de sa condition et l'a payée par 20 ans de misère. C'est ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, mademoiselle Alistair? Je pense que ma sœur a tiré le meilleur parti d'un mauvais mariage. Je pense qu'Henry Ashford était un tyran et un despote, et qu'elle lui a survécu, ce qui lui a demandé plus de courage que ce que les gens lui accordent. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un mouchoir qui avait été raccommodé plus d'une fois. Elle m'a dit quelque chose quand elle m'a rendu visite. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé des preuves qu'Henry avait fait chanter quelqu'un, il y a des années. Elle n'a pas voulu me dire qui ni de quoi il s'agissait, mais elle a dit que cela expliquait certaines choses. Pourquoi il avait été si cruel avec elle, pourquoi il l'avait isolée de tout le monde. Il avait un pouvoir sur quelqu'un, et cette personne le payait. Et quand il est mort, Vivienne a trouvé ses dossiers. Elle a dit... La voix de Margaret Alistair se réduisit à un murmure. Elle a dit qu'elle avait décidé d'utiliser elle-même ce pouvoir. Pour rendre justice, disait-elle. Pour récupérer ce qui lui avait été volé. Miss Marple sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Elle faisait chanter quelqu'un. Elle n'a jamais utilisé ce mot. Mais oui. Je pense que oui. Et je pense que cela l'effrayait. Elle m'a dit que si quelque chose arrivait, je devais le dire à la police. Mais que puis-je leur dire? Je ne connais pas de nom. Je ne connais pas les faits. Je sais seulement que Vivienne avait peur que quelque chose la rattrape. Margaret Alistair regarda mademoiselle Marple avec des yeux qui avaient vu trop de déception. De cause naturelle, c'est ce qu'ils ont dit, mais ma sœur était terrifiée quand elle est venue me voir. Quoi que ce soit qui la poursuivait, elle savait que ça la rattrapait.
Mademoiselle Marple retourna à St. Mary Mead avec des pensées très confuses. Elle reprit son tricot. Le châle blanc était presque à moitié terminé et tenta de mettre de l'ordre dans le chaos. La théorie qui avait pris forme dans son esprit prit soudainement tout son sens. Vivienne Ashford avait découvert des preuves du chantage exercé par son défunt mari. Elle avait décidé de les utiliser elle-même, peut-être pour récupérer l'argent qu'elle estimait lui revenir de droit, peut-être simplement pour se venger. Mais le chantage était un jeu dangereux et quelqu'un avait décidé d'y mettre fin. Le problème cardiaque était réel, le docteur Haydock l'avait confirmé. Mais s'il avait été encouragé, et si Vivienne avait été délibérément effrayée, stressée, poussée vers une crise cardiaque que tout le monde accepterait comme naturelle. Miss Marple repensa à ses voyages à Londres, sous son nom de jeune fille, aux réunions secrètes, à la peur évidente dans la lettre adressée à Helen Ashford. Je ne serais pas victime une deuxième fois. Mais peut-être l'avait-elle été. Peut-être que la personne qu'elle faisait chanter avait trouvé un moyen de la tuer qui semblerait tout à fait naturel. La question était « qui ?» La suspecte la plus évidente était Helen Ashford. Elle avait été déshéritée par son frère, nourrissait de la rancœur depuis des années et attendait un héritage qui ne venait jamais. Si Vivienne la faisait chanter, peut-être à propos d'un élément du passé d'Henry Ashford, d'un ancien scandale qui pouvait encore nuire à la réputation de la famille, Hélène aurait eu un motif pour la faire taire définitivement. Mais Hélène semblait sincèrement perplexe face au comportement de sa belle-sœur. Et elle vivait dans le Hampshire, loin de Londres. Aurait-elle pu organiser des rencontres, exercer une pression psychologique, pousser Vivienne à bout? Constance était une autre possibilité. Plus jeune, plus amère, plus ouvertement rancunière. Son visage émacié et sa voix aiguë suggéraient quelqu'un qui avait ravalé sa déception jusqu'à ce qu'elle se transforme en poison. Si Vivienne avait fait chanter la famille, Constance aurait pu prendre les choses en main. Miss Marple réfléchit à tout cela, tandis que ses aiguilles cliquetaient sur la laine blanche. Il y avait quelque chose chez Constance, une violence à peine contenue dans la façon dont elle parlait de sa tante par alliance. Le genre de fureur qui pouvait pousser quelqu'un à prendre des mesures désespérées. Mais il y avait des difficultés pratiques. Comment Constance aurait-elle pu savoir où Vivienne séjournait à Londres? Comment aurait-elle pu exercer la pression nécessaire? À moins que... Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent. À moins que Constance ait été celle que Vivienne faisait chanter. Pas au nom de la famille, mais spécifiquement. Peut-être un scandale dans le passé de Constance, quelque chose qui pouvait ruiner ses perspectives d'avenir. Les jeunes femmes, issues de bonnes familles, mais aux moyens limités, devaient faire très attention à leur réputation. Une rumeur d'inconduite pouvait détruire leur chance de se marier, d'avoir une sécurité financière, de mener une vie décente. Oui, plus Mademoiselle Marple y réfléchissait, plus cette théorie lui semblait plausible. Constance avait un mobile, se protéger contre toute révélation. Elle avait le tempérament. Cette rage à peine maîtrisée suggérait une personne capable de violence, même si celle-ci s'exprimait de manière indirecte. Et elle s'était montrée évasive pendant sa visite, éludant les questions, concentrant sa colère sur sa mère, plutôt que de répondre directement aux questions prudentes de Mademoiselle Marple. Mademoiselle Marple se souvint d'une affaire survenue dans sa jeunesse. La jeune Emily Bartlett, surprise dans une situation compromettante avec un homme marié. La tante d'Emily avait menacé de la dénoncer, si Emily ne renonçait pas à son petit héritage. Émilie, désespérée et acculée, avait orchestré la mort de sa tante en trafiquant ses médicaments pour le cœur. Tout semblait parfaitement naturel. Seule Mademoiselle Marple, observant le chagrin trop convaincant d'Émilie et son héritage trop opportun, avait soupçonné la vérité. Constance lui rappelait Émilie. Elle avait la même désespérance refoulée, celle de quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour éviter d'être démasqué.
La laine blanche glissa entre les doigts de mademoiselle Marple, alors que le schéma devenait clair. Constance avait été la victime de Vivienne. Vivienne, enhardie par la découverte du vieux chantage de son mari, avait décidé d'appliquer la même tactique à sa nièce. Peut-être avait-elle exigé de l'argent, la rente de sa sœur Margaret devait bien venir de quelque part. Peut-être voulait-elle simplement se venger des années de mépris à peine dissimulées de Constance. Mais Constance s'était défendue. Elle avait découvert où Vivienne séjournait à Londres. Elle l'avait suivie, confrontée, menacée. Et Vivienne, avec son cœur fragile, avait littéralement été effrayée à mort. C'était presque parfait. Pas d'armes, pas de poison, pas de violence physique. Juste une pression psychologique exercée sur une femme dont le corps était déjà un pistolet chargé, prêt à être déclenché. Mademoiselle Marple posa son tricot et décrocha le téléphone. Elle demanda à parler au commissariat de Much Benham et attendit patiemment que l'inspecteur Slack décroche. « Inspecteur, j'ai réfléchi à la mort de Madame Ashford. Je pense qu'il y a peut-être plus que des causes naturelles. » Elle pouvait entendre le scepticisme dans sa voix. « Mademoiselle Marple, les preuves médicales étaient claires. Je sais ce que les preuves médicales ont montré, mais le mobile et l'opportunité sont aussi des preuves. Je pense que vous devriez enquêter très attentivement sur Constance Ashford. Je crois qu'elle était peut-être la personne que Vivienne faisait chanter. » Il y eut un long silence. Puis, « C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? » « Pas vraiment. Mais j'ai une théorie qui correspond aux faits. Vivienne a découvert des preuves d'un ancien chantage dans les papiers de son défunt mari. Elle a décidé de s'en servir à son tour. Constance était sa cible, peut-être à cause d'un scandale dans le passé de la jeune fille. Constance, désespérée de se protéger, a suivi Vivienne à Londres et l'a effrayée délibérément, sachant que son cœur fragile ferait le reste. C'est très imaginatif, mademoiselle Marple, mais ce ne sont pas des preuves. Alors trouvez les preuves, inspecteur. Interrogez Constance sur ses déplacements. Vérifiez les registres de l'hôtel pour voir si quelqu'un l'a vue à Bloomsbury. Enquêtez sur le scandale dont Vivienne aurait pu avoir connaissance. La vérité est là, si vous la cherchez. » Après avoir raccroché, mademoiselle Marple ressentit la satisfaction d'avoir presque résolu une énigme. C'était le jeudi soir. D'ici le week-end, Slack aurait sûrement trouvé les preuves pour confirmer sa théorie. Justice serait faite, même si c'était lentement. Elle prit le châle blanc et continua à tricoter. Le motif devenait maintenant clair, des rangées d'une délicate complexité émergeant des simples mouvements des aiguilles. Comme la nature humaine, pensa-t-elle. Des motifs de cupidité et de peur, répétés à l'infini dans des configurations différentes, mais toujours fondamentalement les mêmes. Dehors, les roses blanches de M. Archer avaient enfin été coupées à la tige. Demain, il les taillerait davantage, en prévision de la croissance de l'année suivante. Mais ce soir, elles n'étaient que des blessures à vif dans le jardin, attendant de guérir. L'inspecteur Slack se présenta au cottage de mademoiselle Marple le samedi matin, l'air nettement moins sceptique qu'au téléphone. Il accepta son offre de thé et s'installa dans le fauteuil avec l'air d'un homme porteur d'une nouvelle importante. « Vous avez eu raison de me pousser à agir, mademoiselle Marple. J'ai découvert des faits intéressants au sujet de Constance Ashford. » « Oh » Mademoiselle Marple versa le thé d'une main ferme, bien que son pouls se soit accéléré. Elle était à Londres la semaine où sa tante est décédée. Elle disait séjourner chez une amie à Kensington. Mais j'ai vérifié les billets de train. Elle s'est rendue plusieurs fois à Bloomsbury, 3 fois en 4 jours, d'après les registres du métro. Toujours à la station Russell Square, qui se trouve à 2 pas de la pension de Madame Dawson. Vous lui en avez parlé? Oui. Elle était troublée et a essayé de prétendre qu'elle faisait du shopping dans ce quartier. Mais il n'y a rien à acheter à Bloomsbury qui vaille la peine, pas pour une jeune femme de sa classe.
J'ai insisté, et elle a finalement avoué qu'elle suivait sa tante. Elle voulait savoir ce que Vivienne faisait, a-t-elle dit. Elle soupçonnait quelque chose de fâcheux. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. A-t-elle admis l'avoir confrontée? C'est là que ça devient intéressant. Elle dit avoir vu sa tante rencontrer un homme. 2 fois. Une fois dans un salon de thé près du British Museum, et une fois dans un petit parc. Elle n'a pas pu entendre ce dont ils discutaient, mais elle dit que l'homme avait l'air en colère. D'âge moyen, bien habillé, portant une sacoche en cuir comme un homme d'affaires. Elle a essayé de le suivre après la 2e rencontre, mais elle l'a perdu dans la foule. C'était inattendu. Le schéma mental de mademoiselle Marple changea légèrement pour s'adapter à ces nouvelles informations. A-t-elle donné plus de détails sur lui? Pas vraiment. De taille moyenne, cheveux foncés grisonnants, rasés de près. Il pourrait s'agir de n'importe quel homme parmi les milliers qui peuplent Londres. Slack but une longue gorgée de thé. Mais voici ce qui me fait réfléchir, mademoiselle Marple. Si Vivienne Ashford faisait chanter quelqu'un, qu'elle a rencontré cette personne 2 fois au cours de la dernière semaine de sa vie et qu'elle est morte peu après la 2e rencontre, eh bien, il pourrait s'agir d'un meurtre après tout, mais pas comme vous le pensiez. Vous pensez que cet homme inconnu l'a tuée? Je pense qu'il avait plus de motifs et d'occasions que la jeune Constance. Elle suivait sa tante? Oui. Mais l'homme la rencontrait directement. Il devait être au courant de son problème cardiaque. Elle l'avait probablement mentionné pour se défendre, pour le mettre en garde contre toute violence physique. Et s'il était assez intelligent, il aurait pu utiliser cette information contre elle. Mademoiselle Marple resta immobile. Le châle blanc reposait sur ses genoux, oublié. Vous suggérez qu'il l'a délibérément effrayée à mort. C'est possible, n'est-ce pas? Il la rencontre, la menace, lui explique clairement ce qui arrivera si elle n'arrête pas son chantage. Une femme au cœur fragile, déjà stressée, il n'en fallait pas beaucoup. Une bonne frayeur, et la nature fait le reste. Mais nous ne savons pas qui il est. Non, mais j'y travaille. J'ai demandé à des hommes de vérifier les papiers du défunt mari de Vivienne. Ils ont été vendus avec la maison, mais le nouveau propriétaire a peut-être trouvé quelque chose. J'ai demandé à des gens de voir si quelqu'un avait reconnu l'homme d'après la description de Constance. C'est une piste, mademoiselle Marple. C'est plus que ce que nous avions avant. Après le départ de Slack, mademoiselle Marple reprit son châle, mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur ses mailles. Son esprit était pris dans une boucle de révision. Elle était si sûre d'elle au sujet de Constance. La théorie collait parfaitement. La nièce aigrie, la tante vengeresse, le meurtre psychologique qui ne laissait aucune trace. Mais un homme qui a rencontré Vivienne 2 fois au cours de sa dernière semaine. Cela changeait tout. Cela suggérait que le chantage de Vivienne était continu, actif, dangereux. Et cela suggérait que sa mort était peut-être un véritable meurtre, et non un homicide, involontaire par manipulation, mais une élimination calculée. Elle repensa à tout ce qu'elle savait. Les voyages à Londres sous son nom de jeune fille, les lettres secrètes, les arrangements minutieux avec M. Blackwell pour un enterrement loin de sa famille. Vivienne Ashford était une femme qui marchait sur une corde raide, consciente du danger mais incapable, ou refusant, de faire marche arrière. Je ne serais pas victime une 2e fois, mais peut-être l'avait-elle été. Peut-être que son mari l'avait d'abord victimisée, puis qu'elle avait essayé d'utiliser ses propres tactiques à son avantage, et qu'elle avait été victime une nouvelle fois de la personne qu'elle avait choisi de faire chanter. Mademoiselle Marple regarda le jardin de M. Archer. Les tiges des rosiers taillés se dressaient, nues, dans la tente. Avec le temps, elles fleuriraient à nouveau, des pétales blancs émergeant de ses coupes nues. Mais pour l'instant, elles n'étaient que des blessures. Elle s'était trompée au sujet de Constance. Elle avait laissé ses propres souvenirs, la jeune Emily Bartlett et son crime désespéré, obscurcir son jugement.
Elle avait vu un schéma qui semblait correspondre et avait ignoré les détails qui ne collaient pas tout à fait. La honte de cette erreur s'abattit sur elle, comme le givre. Elle était fière de son sens de l'observation, de sa capacité à suivre les preuves plutôt que les suppositions. Et pourtant, elle avait fait exactement ce qu'elle critiquait chez les autres. Elle avait construit une théorie, puis cherché des faits pour l'étayer, au lieu de laisser les faits construire la théorie. Eh bien, elle ferait mieux à partir de maintenant. Elle recommencerait, cette fois sans idée préconçue. L'homme inconnu. C'était la clé. Qui Henry Ashford avait-il fait chanter? Et qui sa veuve avait-elle continué à faire chanter après sa mort? Mademoiselle Marple passa les 2 jours suivants à mener une enquête discrète. Elle rendit visite à mademoiselle Hartnell sous prétexte de discuter du planning des fleurs pour l'église et orienta la conversation vers la vente de la maison du défunt mari de Vivienne. Mademoiselle Hartnell, qui savait tout ce qu'il y avait à savoir sur les transactions immobilières dans le comté, lui donna le nom des acheteurs, Monsieur et Madame Gerald Thompson, de Londres, qui utilisaient la maison comme résidence secondaire pour les week-ends. Des gens très agréables, dit Mademoiselle Hartnell. Je crois qu'il occupe un poste important à la City. Ils ont été très généreux avec la fête du jardin. Ils nous ont laissé utiliser le terrain l'été dernier. Bien sûr, ils ont eu un peu de mal à débarrasser les affaires de l'ancien propriétaire. Madame Ashford a pris ses effets personnels, mais il y avait des cartons et des cartons de papier dans le grenier. De vieux documents commerciaux datant de l'époque de M. Ashford. M. Thompson s'en est plaint, disant qu'il leur avait fallu des semaines pour tout trier et que la plupart n'étaient que des déchets. Ont-ils gardé quelque chose? Je crois que oui. M. Thompson est très méticuleux à ce sujet, craignant que des documents importants ne se trouvent parmi les déchets. Je pense qu'il a tout stocké dans son bureau à Londres, avec l'intention de tout trier correctement un jour. Mademoiselle Hartnell se pencha en avant d'un air complice. Entre vous et moi, je ne pense pas que cela arrivera un jour. Les hommes pensent toujours qu'ils auront le temps pour ce genre de projet, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple nota l'adresse londonienne de M. Thompson et remercia Mademoiselle Hartnell de lui avoir accordé son temps. Puis, se sentant plutôt audacieuse, elle téléphona à nouveau à l'inspecteur Slack. « Monsieur Thompson, dans la City, » lui dit-elle. « Il possède des cartons contenant les anciens papiers d'Henry Ashford. S'il existe des preuves de chantage, elles s'y trouvent. » Slack promit de se renseigner, mais elle perçut la lassitude dans sa voix. Il était un homme mené par une vieille dame qui tricotait, et sa fierté professionnelle en souffrait. 2 jours plus tard, il se présenta à nouveau à son cottage. Cette fois-ci, elle ne lui offrit pas de thé. Il se tenait debout dans son salon, son chapeau à la main, et lui annonça la nouvelle. « Vous aviez raison au sujet des papiers, mademoiselle Marple. Monsieur Thompson s'est montré très coopératif. Nous avons trouvé une boîte fermée à clé parmi les affaires d'Henry Ashford. Il nous a fallu un certain temps pour l'ouvrir, mais lorsque nous y sommes parvenus... » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Nous avons trouvé des documents, des lettres, des reçus. Henry Ashford faisait chanter quelqu'un, c'est certain, depuis près de 15 ans. Qui? Le docteur Clément, le père du vicaire. Il exerçait la médecine à Londres, avant de prendre sa retraite à Muchbenham. » Le visage de Slack était sombre. En 1920, il a commis une erreur pendant une opération. Le patient est mort. Il y a eu une enquête, mais elle a été étouffée. La famille influente ne voulait pas de scandale. Mais Henry Ashford était l'avocat du patient. Il avait des preuves que l'erreur de Clément était due à son incompétence et non à la malchance. Il a menacé de rendre l'affaire publique si Clément ne le payait pas. Et Clément a payé. Pendant 15 ans, jusqu'à la mort d'Ashford. Miss Marple sentit les pièces du puzzle se remettre en place. Le docteur Clément, le père âgé du vicaire, un homme aux cheveux blancs, qui passait ses journées dans son jardin.
cultivant des roses blanches avec un soin obsessionnel. Elle le revoyait maintenant dans ses souvenirs. Mince, précis, toujours légèrement anxieux. Le genre d'homme qui avait commis une terrible erreur et qui avait passé sa vie à craindre qu'elle ne soit découverte. Et Vivienne a trouvé la preuve après la mort de son mari? Sans doute. Elle était probablement au courant depuis des années, car il est difficile de cacher ce genre de versement systématique à sa femme. Mais elle a attendu la mort d'Henry pour s'en servir. Elle a commencé à faire des demandes il y a environ 1 an, d'après les relevés bancaires de Clément. Il la payait depuis lors. Vous lui avez parlé? Oui. Il est au poste de police en ce moment, où il est interrogé officiellement. Il a tout avoué. Il a dit qu'elle l'avait saigné à blanc. Il a 70 ans, il vit avec une petite pension, et elle lui a pris presque tout ce qu'il avait. Il l'a supplié d'arrêter. Il lui a dit qu'il ne pouvait plus payer, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a dit qu'il lui devait bien ça, après ce que son mari avait fait. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Elle voyait tout maintenant. Le vieil homme désespéré, la veuve implacable, la machine du chantage qui tournait sans pitié. Pensez-vous qu'il l'a tué? Il dit que non. Il dit qu'il n'est jamais allé à Londres, qu'il ne l'a jamais rencontrée, qu'il ne l'a jamais menacée. Mais il ne peut pas prouver où il se trouvait les nuits où elle est morte. Il vit seul depuis le décès de sa femme. Il ne se souvient pas toujours de ses déplacements. Et nous avons un témoin, la jeune Constance, qui a vu Vivienne rencontrer un homme d'âge moyen à 2 reprises avant sa mort. Un homme aux cheveux gris, bien habillé. Cela pourrait facilement être le docteur Clément. Slack remit son chapeau. Nous allons l'inculper, mademoiselle Marple. Nous ne parviendrons peut-être pas à le faire condamner. Un avocat habile pourrait invoquer le doute raisonnable. Mais entre le mobile du chantage et le témoignage de Constance au sujet de l'homme à Londres, nous avons suffisamment d'éléments pour aller au procès. Vous aviez raison. C'était un meurtre. Il nous a juste fallu un certain temps pour trouver le meurtrier. Après son départ, mademoiselle Marple resta assise, le châle blanc sur les genoux, sans tricoter, simplement perdue dans ses pensées. Le docteur Clément. Ce vieil homme aimable qui s'occupait avec tant de soin de ses roses blanches, coupant les fleurs fanées avant qu'elles ne pourrissent et ne propagent la maladie. Un homme qui avait commis une terrible erreur 40 ans auparavant et qui en payait le prix depuis lors. Avait-il tué Vivienne Ashford? L'avait-il rencontrée à Londres? L'avait-il menacée? Avait-il effrayé son cœur fragile jusqu'à ce qu'il cesse de battre? C'était logique. Le mobile était accablant. L'occasion s'était présentée. Il aurait pu se rendre à Londres sans que personne dans le village ne le remarque ou s'en souvienne. Et la méthode était parfaite pour un médecin. Utiliser ses connaissances médicales pour exploiter une faiblesse connue. Tuer sans armes ni preuve. Miss Marple prit ses aiguilles et se remit à tricoter. Le motif était désormais clair. La laine blanche formait rangée après rangée de mailles, délicates, chacune découlant inévitablement de la précédente. Justice serait faite. Un vieil homme serait jugé pour un meurtre qui n'avait laissé aucune preuve matérielle, mais qui n'en était pas moins réel. Il serait probablement condamné. Le chantage fournissait le mobile, le témoignage de Constance fournissait l'occasion, et les connaissances médicales fournissaient les moyens. Le jury verrait le schéma aussi clairement que mademoiselle Marple. Et pourtant, quelque chose la troublait. Un détail qui ne collait pas tout à fait. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus, cette petite anomalie. Mais elle était là, comme une maille lâchée dans le motif, invisible jusqu'à ce que l'on tienne l'ouvrage à la lumière et que l'on voie le défaut qui le traversait. Dehors, le soleil couchant baignait le jardin de M. Archer d'une lumière dorée. Les tiges des rosiers étaient nues et attendaient. Dans quelques mois, elles fleuriraient à nouveau. Des fleurs blanches émergeraient de ces coupes précises, belles et innocentes, comme si la violence de la taille n'avait jamais eu lieu.
Mademoiselle Marple continua à tricoter dans l'obscurité grandissante, ses aiguilles cliquetant comme de petites questions persistantes. La réponse lui vint à l'église 3 jours plus tard, entre le sermon et le dernier hymne. Ce sont les roses blanches qui lui ont donné la réponse. Madame Clément, la femme du vicaire, jeune et sérieuse, les avait disposées pour le service dominical. De grandes fleurs blanches dans des vases en laiton, emplissant l'église de leurs parfums lourds et soporifiques. Mademoiselle Marple, assise à sa place habituelle, se surprit à les regarder pendant le sermon du vicaire, sur le pardon. Un choix significatif, pensa-t-elle, compte tenu de l'arrestation de son père. Des roses blanches, l'obsession du docteur Clément, la fierté de M. Archer. Elle les avait vus tout au long de cette affaire, comme un motif récurrent. Mais jusqu'à cet instant, elle n'avait pas compris leur signification. Les roses blanches exigeaient une attention constante. On ne pouvait pas simplement les planter et les laisser pousser. Il fallait les tailler sans pitié, couper les branches malades, enlever les fleurs fanées avant qu'elles ne montent en graines. C'était un acte de violence au service de la beauté. Une violence contrôlée, calculée, nécessaire. Et soudain, mademoiselle Marple comprit. Le petit détail qui la troublait trouva sa place. Le docteur Clément avait 70 ans. Il était frêle et vivait d'une pension que Vivienne avait presque entièrement épuisée. Il pouvait à peine subvenir à ses propres dépenses, sans parler de ses voyages à Londres. Le prix du billet de train à lui seul devait être considérable. Et pourtant, il était censé s'être rendu à Bloomsbury, non pas 1, mais 2 fois, y restant suffisamment longtemps pour rencontrer Vivienne dans des salons de thé et des parcs, puis rentrant chez lui sans que personne ne remarque son absence. Cela ne collait pas. Ce n'était pas le comportement d'un vieil homme désespéré, à bout de ressources. Un tel homme aurait peut-être affronté son maître chanteur une fois dans une dernière tentative suppliante pour mettre fin à son supplice. Mais 2 fois, dans des lieux publics confortables où la conversation pouvait se dérouler tranquillement. Non, le schéma ne collait pas. Mais de qui était ce schéma? Mademoiselle Marple resta immobile, tandis que l'hymne s'élevait autour d'elle. Elle pensa à la jeune Madame Clément, qui arrangeait ses roses blanches, avec tant de soin. La douce et sensée Madame Clément, qui avait invité Vivienne à prendre le thé à plusieurs reprises et avait été refusée. Qui avait vu Vivienne dans le cimetière, regardant les tombes de la famille Ashford avec une expression calculatrice? Madame Clément, dont le beau-père était systématiquement détruit par le chantage. Madame Clément, qui n'hériterait de rien si le docteur Clément mourait sans le sou. Madame Clément, dont la position de son mari dans l'Église dépendait de la respectabilité de sa famille. Madame Clément, qui était jeune, forte et parfaitement capable de se rendre à Londres sans que personne ne s'interroge sur ses déplacements. Après le service, Mademoiselle Marple s'approcha du presbytère d'un pas assuré. Elle trouva Madame Clément dans le jardin, en train de couper des roses blanches pour la maison. La jeune femme leva les yeux avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mademoiselle Marple, c'est très gentil de votre part de venir. Je crains que Léonard soit plutôt occupé pour le moment. L'arrestation du père Clément a été terriblement bouleversante. C'est vous que je suis venu voir, ma chère. Je me demandais si vous pouviez m'accorder quelques instants. » Elles s'installèrent dans le salon du presbytère, et mademoiselle Marple accepta une tasse de thé qu'elle n'avait pas l'intention de boire. Elle regarda madame Clément verser le thé, remarquant ses mains fermes et ses gestes précis. Une femme qui se maîtrisait parfaitement. « J'ai réfléchi à la mort de madame Ashford, » dit mademoiselle Marple doucement. À l'homme qu'elle a rencontré à Londres, avant de mourir. La police pense que c'était le père Clément. La voix de madame Clément était calme. Il se trompa tout complètement, bien sûr. Il n'a jamais quitté Much Benham, je l'aurais su. Oh, j'en suis sûr,
Vous êtes très observatrice, n'est-ce pas? Vous remarquez des choses qui échappent aux autres, comme Vivienne Ashford debout dans le cimetière avec cette expression calculatrice. Vous m'en avez parlé, vous vous souvenez? Vraiment. Une petite ride apparut entre les sourcils de Madame Clement. Je ne m'en souviens pas. Si, vous vous en souvenez. Et à l'époque, j'ai pensé que c'était simplement une observation fortuite. Mais maintenant, je me demande si vous n'observiez pas Madame Ashford plus attentivement, que vous ne le laissiez n'apparaître. Vous vous demandiez ce qu'elle faisait dans le cimetière. Peut-être même que vous la suiviez parfois, essayant de comprendre pourquoi une femme déménageait dans un village et gardait ensuite tout le monde à distance. Madame Clement posa sa tasse de thé avec précision. « Où voulez-vous en venir, mademoiselle Marple ?»« À Londres, » répondit doucement mademoiselle Marple. « À Bloomsbury, plus précisément. À une femme qui a rencontré Vivienne Ashford 2 fois au cours de sa dernière semaine. Une femme qui, de loin, ressemblait à un homme d'âge mûr, peut-être parce qu'elle portait un manteau et un chapeau qui suggéraient une tenue masculine. Ce qui est facile à faire si l'on souhaite éviter d'être reconnu. Le silence s'installa entre elles. Dehors, un oiseau chantait dans les roses blanches. « Vous avez découvert le chantage ?» poursuivit mademoiselle Marple. « Peut-être avez-vous vu les relevés bancaires ou remarqué que le docteur Clément n'avait pas d'argent malgré sa pension. Peut-être vous s'est-il confié, incapable de supporter seul ce fardeau, et vous avez compris ce que cela signifiait, non seulement pour lui, mais aussi pour votre mari, pour le presbytère, pour tout ce que vous aviez construit ici. Le scandale d'un procès pour meurtre serait déjà suffisamment grave. Mais le chantage rendu public, les anciennes fautes professionnelles du docteur Clément révélées au grand jour, cela détruirait la famille. Vous inventez des histoires, mademoiselle Marple. » Mais la voix de madame Clement s'était affaiblie. « Vraiment? Vous êtes une femme intelligente. Vous auriez compris que le chantage ne s'arrête jamais. Il ne fait que s'intensifier. » Vivienne avait déjà presque vidé le docteur Clément de son argent. Bientôt, elle commencerait à en demander davantage, le menaçant de tout révéler s'il ne pouvait pas payer. La seule façon d'y mettre fin était de la faire disparaître. « Je n'ai pas... » Vous l'avez suivie à Londres. Vous avez découvert où elle séjournait. Vous lui avez peut-être écrit en tant que docteur Clément pour organiser une rencontre. Vous l'avez rencontrée 2 fois. La première fois, c'était pour reconnaître le terrain, établir le contact. La deuxième fois, mademoiselle Marple fit une pause, choisissant ses mots avec soin. La deuxième fois, vous lui avez dit que les paiements étaient terminés, que vous aviez des preuves de son chantage, que vous iriez voir la police si elle n'arrêtait pas. Vous l'avez effrayée délibérément, sachant qu'elle avait le cœur fragile, sachant ce que le stress pouvait lui faire. Madame Clement était très pâle à présent. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Peut-être pas. Mais je pense que l'inspecteur Slack trouvera cela intéressant. Et je pense que lorsqu'il vous interrogera minutieusement, vous commettrez une erreur. Vous n'êtes pas aussi doué pour tromper que l'était Vivienne. Elle avait passé des années à cacher la cruauté de son mari. Mais vous n'êtes pas faite pour mentir de manière prolongée, n'est-ce pas? Vous êtes la femme d'un vicaire, l'honnêteté est votre mode de fonctionnement naturel. Il y eut un long et terrible silence. Puis madame Clement se mit à pleurer, non pas de larmes délicates, mais de grands sanglots déchirants qui secouaient tout son corps. Elle ne s'arrêtait pas, haleta-t-elle. Je l'ai suppliée. Je lui ai dit que le père Clement n'avait plus rien. Elle a simplement souri et répondu qu'il y avait toujours quelque chose à donner, qu'il pouvait vendre sa maison et emménager dans un logement plus petit, que nous pouvions l'aider financièrement. Elle allait nous saigner à blanc, mademoiselle Marple, pour quelque chose qui s'était passé il y a 40 ans. Une seule erreur, un seul patient décédé, et elle voulait que nous en payions le prix pour toujours. Alors vous l'avez tué? Non, je lui ai juste dit que nous allions aller voir la police.
que le chantage était aussi un crime, et elle a ri. Elle a dit « Qui nous croirait ?» Elle prétendrait que le père Clément lui avait fait des avances, que les paiements servaient à acheter son silence à ce sujet. Ce serait sa parole contre la sienne, et elle était une veuve respectable. Nous serions ruinés dans tous les cas. Et ensuite, elle s'est agrippée à sa poitrine. Elle est devenue très pâle. Au début, j'ai pensé qu'elle jouait la comédie, qu'elle essayait de me manipuler. Mais elle est tombée, et j'ai compris. La voix de Madame Clément s'est brisée. J'ai compris que c'était réel. Elle était en train de mourir, et je l'ai laissée là. Je suis retourné à mon logement et j'ai pris le train pour rentrer chez moi. Je me suis dit que c'était une mort naturelle. Son cœur, ce n'était pas ma faute. Mais vous saviez que c'était la confrontation qui en était la cause. Oui, ce n'était qu'un murmure. Miss Marple se cala dans son fauteuil, se sentant soudain très vieille. Elle pensa à Vivienne Ashford, mourant seule sur le sol de Bloomsbury, tandis que la femme qui l'avait effrayée à mort s'éloignait. Elle pensa au docteur Clément, arrêté pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, mais pour lequel il méritait peut-être de souffrir, compte tenu de ses propres crimes. Elle pensa à la pauvre Margaret Alister, qui ne saurait jamais que la mort de sa sœur avait été en partie vengée. Et elle pensa à Madame Clément, jeune et désespérée, qui avait commis un meurtre dans tous les sens du terme, sauf au sens juridique. « Que ferez-vous » demanda Madame Clément. Mademoiselle Marple la regarda vraiment. Elle vit la peur, la culpabilité, l'espoir désespéré que tout cela puisse disparaître d'une manière ou d'une autre. Elle vit une femme qui avait fait un choix terrible et qui devrait vivre avec pour le reste de sa vie. « Je vais dire à l'inspecteur Slack ce que je sais, » dit Mademoiselle Marple. « Ce qu'il en fera, c'est sa décision. Mais Madame Clément, » elle fit une pause. « Vous comprenez ce que vous avez fait. Vous avez mis fin à une vie humaine. Vivienne Ashford était peut-être une maître chanteuse, mais elle était aussi une victime. Une femme qui souffrait sous le joug d'un mari cruel et qui essayait de reprendre le pouvoir, même si c'était de manière injustifiée. Elle méritait la justice, pas la mort. Je sais. » Madame Clément s'essuya les yeux. Je n'oublierai jamais son visage. La façon dont elle m'a regardé quand elle a compris ce qui se passait. Elle n'avait pas vraiment peur. Elle était plutôt résignée, comme si elle avait toujours su que cela finirait ainsi. Après le départ de Mademoiselle Marple, elle se rendit directement au poste de police de Much Benham. L'inspecteur Slack écouta sa nouvelle théorie avec un visage qui passa de l'incrédulité à la colère, puis finalement à une acceptation à contre-cœur. « Vous me dites que j'ai arrêté la mauvaise personne. Je vous dis que le docteur Clément n'est pas allé à Londres. Mais sa belle-fille, oui. Et Constance Ashford l'a vue là-bas, en compagnie de Vivienne. De loin, vêtue d'habits masculins, elle devait ressembler à un homme âgé. Mais pouvons-nous le prouver ? Madame Clément niera tout. Je ne pense pas, dit calmement Mademoiselle Marple. Je pense que la culpabilité la ronge. Pressez-la avec précaution et elle avouera. Elle n'est pas faite pour tromper. Elle avait raison. Sous le feu des questions ce soir-là, Madame Clément craqua et avoua tout. La découverte du chantage. La décision désespérée d'affronter Vivienne. Le déguisement masculin pour éviter d'être reconnu. La confrontation qui s'était terminée par un arrêt cardiaque. La décision froide de laisser Vivienne mourir plutôt que d'appeler à l'aide. Ce n'était pas un meurtre au premier degré. Aucun jury ne l'aurait condamné pour cela. Mais c'était tout de même quelque chose. Un homicide involontaire, peut-être. Ou une conspiration. Ou simplement la certitude morale que Madame Clément avait causé la mort de quelqu'un et savait qu'elle en était responsable. Le docteur Clément fut libéré. Un vieil homme brisé qui allait désormais devoir témoigner contre la femme de son fils. Le vicaire présenta sa démission, incapable de continuer à servir une paroisse qui connaissait la honte de sa famille. Et Constance Ashford,
qui avait fourni le témoignage crucial sur l'homme à Londres, se retrouva plongée dans la pitié plutôt que dans la suspicion, une évolution qui la rendit plus aigrie et rancunière que jamais. Mademoiselle Marple termina le châle blanc de baptême par une fraîche soirée, 2 semaines après l'arrestation de Madame Clement. Elle le tint à la lumière de la lampe, vérifiant qu'il n'y avait pas de défaut. Le motif était parfait, rangée après rangée de mailles délicates, chacune suivant inévitablement la précédente. De la laine blanche, douce comme la miséricorde, innocente comme une nouvelle vie. Elle pensa à Vivienne Ashford, qui avait voulu qu'on se souvienne d'elle pour ce qu'elle était, plutôt que comme la veuve de quelqu'un, qui avait repris son nom de jeune fille et tenté de reprendre le pouvoir, qui avait fait des choix terribles, mais qui méritait peut-être mieux que de mourir seule sur le sol d'une pension, tandis que son meurtrier s'en allait. Elle pensa à Madame Clement, qui allait être jugée pour homicide involontaire, qui recevrait probablement une peine légère, voire un acquittement, compte tenu des circonstances, mais qui porterait le poids de cette mort pour le reste de sa vie. Elle pensa au docteur Clément et à ses roses blanches, taillées avec tant de soin, la violence au service de la beauté. Mais certaines violences ne pouvaient être justifiées, aussi nécessaires qu'elles puissent paraître. De sa fenêtre, Mademoiselle Marple pouvait voir le jardin de M. Archer. Les tiges des roses avaient recommencé à bourgeonner, de petites protubérances vertes qui finiraient par éclore en fleurs blanches. Une nouvelle croissance à partir de vieilles coupes. Le cycle continuait, indifférent au drame humain. Mademoiselle Marple plia soigneusement le châle blanc et le mit de côté pour la jeune Madame Edmonds. Un cadeau pour un nouveau-né, innocent et inconscient. Un cadeau qui envelopperait l'enfant de douceur tandis que le monde continuerait à suivre ses schémas cruels et implacables. La dernière ligne de la lettre de Vivienne à sa sœur lui revint à l'esprit. « Je ne serai pas victime une 2e fois. » Mais elle l'avait été. D'abord son mari, puis le chantage, puis sa propre arme retournée contre elle. Ce cœur fragile qu'elle avait utilisé comme une menace était devenu sa dernière vulnérabilité. Vivienne Ashford avait passé toute sa vie à essayer d'échapper à son statut de victime et était morte dans ses bras. Miss Marple prit ses aiguilles à tricoter et commença un nouveau projet. Pas blanc cette fois-ci. Quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ne montrerait pas les taches. Dehors, M. Archer était de nouveau dans son jardin, s'occupant de ses roses dans le crépuscule naissant. Elle le regardait s'affairer parmi elles, méthodique et patient. Au printemps prochain, elles fleuriraient à nouveau, de grandes fleurs blanches, belles et innocentes, comme si la violence qui les avait créées n'avait jamais existé. Mais Mademoiselle Marple s'en souviendrait. Elle s'en souvenait toujours. C'était à la fois son don et son fardeau. Elle tricota dans l'obscurité, ses aiguilles cliquetant comme un conte rendu silencieux de tous les morts qui ne pouvaient être enterrés, de toutes les victimes qui ne seraient pas oubliées, de toutes les roses qui fleurissaient blanches et parfaites dans un sol taché de sang ancien et de secrets encore plus anciens.